Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je cherche une mission freelance et je t'emmène un peu dans les coulisses, on va voir un peu comment ça se passe et comment je procède. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur, donc n'hésite pas à t'abonner. Bon, le premier outil que je vais utiliser pour trouver une mission en freelance bien sûr, ça va être mon réseau professionnel. Mon réseau, il va se composer de mes anciens clients, de mes anciens collègues et potentiellement des gens avec qui j'ai pu nouer une relation professionnelle tout au long de ma carrière. Ça peut être des gens qui ne sont pas forcément dans la tech, mais qui peuvent bosser dans des boîtes qui ont besoin de nouveaux développeurs. Donc ça, principalement, je vais les recontacter par email ou par LinkedIn. Ça me permet d'avoir une réponse assez rapide et ça te permet d'élargir vraiment les horizons possibles quand tu cherches une nouvelle mission. Vu le marché actuellement, il y a souvent beaucoup de gens qui ont besoin de dev dans leur boîte et tu veux utiliser le bouche à oreille finalement pour essayer de trouver un nouveau job. Un réseau qui est vraiment sous-estimé pour les développeurs, c'est Twitter. Sur Twitter, tu vas échanger autour de la tech, tu vas donner ton avis, tu vas répondre à des gens et finalement avec ça, tu vas finir par avoir des gens dans un entourage. Donc c'est du social, c'est pas vraiment des amis, ça devient entre guillemets des connaissances. Et ces gens-là vont être des personnes bien placées pour te recommander. Si, par exemple, ils adhèrent à ce que tu publies d'habitude, ça peut être un bon moyen de trouver une mission. Donc n'hésite pas à faire part à tous ceux qui te suivent sur Twitter de ton besoin, de ce que tu recherches et du type de mission sur lesquelles tu aimerais intervenir. Le troisième axe, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment une mine d'or si tu es développeur freelance. Tu peux développer ton réseau, tu peux trouver des nouvelles opportunités et tout ça, bien sûr, ça va te donner une portée qui est difficile à atteindre autrement. En plus, l'algorithme LinkedIn est vraiment généreux au moment où j'enregistre cette vidéo, donc pourquoi s'en priver? Donc tous ces moyens-là dont on a parlé brièvement, ils ont un gros intérêt, c'est que tu vas éviter de te prendre une commission sur ta mission. Ça va te permettre de passer bien plus facilement en direct et ça fait toujours plus d'argent dans ta poche vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. L'autre axe qui me permet de trouver une mission, d'ailleurs je suis en plein dessus, là je suis en train de refaire mon profil et compagnie, ça va être les plateformes telles que Comet, telles que Malt, les job boards, donc les sites d'emploi mais qui sont spécialisés dans la tech, ou carrément des cabinets avec qui j'ai pu bosser dans le passé, donc des cabinets de recrutement spécialisés dans l'IT en général. Moi, il y a un truc que j'aime bien, et j'en parle assez souvent, j'ai déjà fait une ou deux vidéos déjà sur le sujet, c'est Comet. Comet, ça me permet de trouver une mission assez rapidement. Tout le process est assez digitalisé, donc ça te permet de répondre directement sur Slack à un appel d'offres. Bien sûr, Comet prend une petite commission, mais vis-à-vis de ce qu'apporte la plateforme, ça vaut largement le coup. Un petit détail d'ailleurs, si tu as peur de ne pas être payé, Comet te propose ce qu'on appelle l'affacturage. C'est-à-dire que Comet va te payer en direct et va ensuite facturer ton client. Donc c'est un contrat tripartite, certes, mais c'est quelque chose qui est hyper confortable d'être sûr d'être payé en temps et en heure. Si Comet t'intéresse, j'ai mis mon lien de parrainage dans la description. Tu peux l'utiliser, te créer un compte sur la plateforme et bien sûr je toucherai un petit bonus quand tu trouveras une nouvelle mission. Les entretiens, quand tu es en développeur freelance, ils vont être légèrement différents. Ça va souvent être plutôt des échanges où tu vas parler de tes expériences passées et de ce que tu peux apporter à ton client. On va mettre de côté tous les petits tests un peu farfelus où on te demande de coder une fonctionnalité en douce. Ça, bien sûr, si on me demande maintenant de faire un test qui va me prendre beaucoup de temps, je demanderai tout simplement est-ce que je peux facturer ce temps. Si je ne peux pas facturer ce temps qui est alloué pour ce test, clairement, c'est pas la peine. Donc voilà, quand tu arrives en entretien, même si tu es freelance, n'oublie pas de faire tes recherches sur l'entreprise, essayer de bien te positionner. Qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value, comme valeur à l'entreprise, à ton client du coup. Essaie de faire tes recherches sur l'interlocuteur que tu vas avoir en face. C'est toujours bien de savoir quel est son parcours, qu'est-ce qui l'a amené là, quels sont ses objectifs sur le moyen et long terme et quel impact il aimerait avoir dans la société et pourquoi il te prendrait toi ou un autre. Bon, maintenant on va parler des trucs qui fâchent un peu. Quand je recherche une mission, moi j'ai certains critères. Il y a certains trucs sur lesquels je peux faire un effort et il y a d'autres choses sur lesquelles je vais être intransigeant. Clairement, je ne prendrai pas de mission au forfait. Les missions au forfait, c'est quand tu vas discuter avec un client et que tu vas vendre en avance le projet. C'est-à-dire que tu vas, depuis l'idée de départ du client, établir un besoin et tu vas dire j'ai besoin de tant de jours pour développer ce projet. Je schématise, mais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Et en fait, le client va te payer le nombre de jours de dev et toi, c'est à toi d'arriver dans le temps imparti. Pourquoi j'aime pas ce mode de fonctionnement-là? Parce que d'expérience, moi, je l'ai toujours mal vécu. On sait très bien que les estimations
Si on veut être ultra précis, c'est juste pas possible. D'ailleurs, les estimations, en fait, ça te donne un ordre d'idée, mais ça te donne pas une date précise, ça te donne pas un nombre de jours exact. On sait toujours que c'est souvent beaucoup plus de travail que ce qui a toujours été estimé. Pour estimer le plus finement possible, il faut avoir un maximum de détails, il faut avoir un maximum d'interaction avec tous les intervenants du projet, et on sait très bien, pertinemment, que c'est jamais le cas. Donc clairement, les projets vendus à l'avance, ça ne m'intéresse pas parce que dans la majorité des cas, je sais que je vais faire plus de jours de dev que ce que j'ai facturé au client. Du coup, il y a un petit côté vicelard qui te pousse potentiellement à essayer de vendre extrêmement plus de jours de développement pour être sûr de rentrer dans tes coûts et ou faire une bonne grosse marge. Deuxième critère qui est rédhibitoire pour moi, c'est bosser avec des startups qui sont au tout début, qui n'ont par exemple pas levé de fonds, le genre de boîte dont j'aurais peur qu'ils ne soient pas solvables. Moi, à la fin du compte, l'idée c'est d'apporter de la valeur à mon client, mais c'est aussi clairement de me faire payer mon dû. Concrètement, les boîtes qui ont très peu ou pas d'argent, ou qui vont essayer de tirer les prix au maximum vers le bas, c'est un très mauvais indicateur et ça représente vraiment un risque financier pour la santé de ta boîte ou pour toi en tant que freelance. Concrètement, quand tu es employé dans une startup, on va souvent te proposer des parts de la boîte. Donc c'est un peu un pari sur le moyen long terme et ça peut s'avérer assez lucratif. Mais en tant que freelance, j'estime que j'ai pas à faire de concessions sur la valeur que j'apporte et sur les tarifs que je donne. Vient après la phase de négociation et de la signature du contrat. Comme je le disais, le tarif va aussi dépendre du poste que tu vas avoir et de ce que tu peux apporter à la boîte. Donc ça, il faut être vraiment clair dessus. Et si tu vois qu'on essaie de trop descendre ton tarif, c'est souvent mauvais signe. Bien sûr, le tarif, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre, hein, ça va se négocier. On peut potentiellement te demander de baisser légèrement ton tarif si la mission est d'une beaucoup plus longue durée que prévu, par exemple. Ça peut être assez intéressant si tu as envie d'être tranquille pendant 6 mois, entre guillemets, à pas avoir à chercher de nouveaux projets. C'est un truc sur lequel tu peux réfléchir. Dans ton contrat, il faut aussi que tu fasses attention à tous les détails au sujet de l'organisation du travail. Concrètement, on va te demander de faire ton boulot et un sujet qui revient en ce moment, c'est est-ce que tu as droit au remote ou pas. Ça, par exemple, il faut que ce soit dans le contrat pour qu'il y ait une base légale, pour que tout le monde soit d'accord sur un mode de fonctionnement en particulier. Ça peut paraître anodin, mais quand il y a un problème, on va venir se référer à ce qui est dans le contrat. Donc si tu avais dans le contrat 2 jours de télétravail et que là on te demande d'en faire 0 et que ça te pose problème, eh ben, tu vas finalement te servir du contrat pour essayer de faire valoir tes droits. Je te donne un exemple tout bête. Moi, parfois, j'ai eu des contrats où il y avait un petit préavis de quelques jours, d'une dizaine de jours. Et en fait, une dizaine de jours pour un freelance, ça passe très très vite. Ça te laisse finalement peu de temps pour te retourner. En jour ouvré, c'est 2 semaines. Et ben, ça, il faut juste être conscient que voilà, s'il y a un problème au niveau de ta prestation, si tu as un préavis qui soit de 1, 2, 5, 10 jours, et ben, c'est le délai légal et tu peux rien faire. Et tu n'as rien à faire parce que tu as signé et tu étais d'accord pour. Donc voilà, vraiment bien lire les contrats, faire attention aux petites clauses, s'il y en a qui te dérangent. Tu peux aussi avoir des petites clauses de non-concurrence derrière ou de non-débauchage, qui en soi est normal, hein. Tu vas pas venir bosser dans une boîte, partir avec tous les secrets et les revendre autre part. Donc voilà, tout ça, il faut bien l'éplucher et vraiment se faire accompagner si tu as besoin de conseils ou si tu n'es pas sûr de toi. Surtout, n'hésite pas à utiliser le lien Comet qui est dans la bio, c'est aussi un super moyen de soutenir la chaîne. Bon, finalement, avec tout ça, on arrive à la fin de cette vidéo et je t'ai même pas dit quel poste je recherche. Il y a eu un petit changement là récemment, je suis pas en train de chercher un poste de développeur classique. Concrètement, je suis en train de chercher un poste de développeur advocate ou de développeur relation, ou encore de développeur évangéliste. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc si ces termes te parlent pas trop, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une petite vidéo dessus? En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu, histoire de supporter la chaîne. Moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!